Maury, parce que c'est pas sympa, Maury, de me faire passer derrière quelqu'un sur le même sujet, ça veut dire qu'il a tout dit, forcément. Donc tu ne me laisses d'autre choix que de dire la même chose. Mais comme je suis un vieux renard, j'ai prévu le coup. Et donc je vais dire la même chose, mais d'une façon différente. Donc on va parler d'ADN, d'une façon différente, c'est-à-dire que je vais parler de moi. Je vais parler de moi, et contrairement à ce qui a été dit, il faut un petit peu avoir un ego hypertrophié de temps en temps. Hein. Alors ça fait pas partie de l'ADN des entrepreneurs à mon sens, hein. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs very successful qui ont un ego qui rentre pas dans la salle. Hein. Steve Jobs, Larry Ellison qui est encore pire, le fondateur de Oracle, hein, tous les deux dans les premières fortunes du monde. En France, Xavier Niel, c'est pas la simplicité même. Elon Musk, c'est pas mal aussi, et la liste est très longue. Cela dit, ça ne fait pas partie des choses que l'on doit trouver dans un entrepreneur. Donc, je vais vous parler de moi. Et pardon ? Non, rien. Intrapreneur sur des récifs artificiels, ça a commencé il y a bien longtemps, vous voyez. Apprendre ce que c'est qu'une entreprise dans une grosse corp, ST Microélectronique, pour en partir, rejoindre Gem Plus en tant que cofondateur en France, en Asie, aux États-Unis, et puis revenir en Europe pour faire du venture capital et se retrouver baigné au milieu d'entrepreneurs dans un climat très particulier, ressauter pour prendre la direction de Inside Secure qui s'est créé à 500 mètres d'ici, et puis depuis quelques mois, retourner dans le venture capital avec un thème particulier. But dans la vie, make it happen together. Donc, je remonte très loin. Je suis né pendant la guerre d'Algérie. C'est l'événement fondateur. Pourquoi ? Parce que dans cette période trouble, qui est plus qu'une crise, c'était une guerre, il y a deux attitudes. Soit on la subit, soit on prend les devants. Et malheureusement, dans mon cas, j'ai un père qui l'a subi, et qui l'a subi tellement qu'il l'a payé tout le restant de sa vie, ça l'a brisé. Et à l'inverse, il y a des gens, probablement que vous ne connaissez pas, mais je sais pas, Afflelou fait partie de ces gens-là, hein, qui ont pris les devants, en l'occurrence c'est son père, et qui, sur la base de ces crises, ont construit des carrières, des parcours extraordinaires. Ce qui m'amène à la première leçon que j'ai tirée. Alors, qui comprend ce que ça veut dire ici ? Vous connaissez ça ? Non ? Alors, je vais demander à une cynophile distinguée. C'est quoi ces deux idéogrammes, mademoiselle ? Weiji. Weiji, c'est ça ? C'est Ji. Ah, Weiji. Ouais, Okay. Là, c'est le mot crise. C'est le mot crise. Et le mot crise en chinois, en mandarin, il est fait de danger et opportunité. C'est exactement ça, une crise. Ça présente des dangers, il faut savoir les identifier, les éviter, et ça offre des opportunités. Et c'est quelque chose qui m'a accompagné toute ma vie, que ce soit la vie personnelle, professionnelle, politique, géopolitique. Prendre l'initiative lorsqu'on se retrouve devant une crise, savoir la comprendre, savoir l'identifier, savoir la laisser mûrir, et prendre les initiatives. Et dans la vie d'une entreprise, Dieu sait si vous en traversez des crises. Alors ma première vie, c'est vrai qu'on voit pas tout l'écran là. Ma première vie, donc intrapreneur, je suis débarré dans le grand public, j'ai fait des récifs artificiels, je me suis régalé, j'ai créé cette division, et mon premier brevet, j'en ai pris 2. Hein, donc, dans toute ma vie, j'ai pris que 2 brevets. Mon premier brevet, c'était ça, un récif artificiel, des grosses plaques de béton qu'on assemble comme des Legos, qu'on met au fond de la mer, et c'est génial parce qu'après, quand on plonge, c'est repeuplé par des poissons. C'était très bien, mais entre-temps, j'avais fait des enfants et il fallait gagner sa vie quand même. Donc, je suis allé dans une grosse corp dans le semi-conducteur, ce qui était la nouvelle frontière au début des années 80. C'est ce qui a démarré la révolution digitale qui transforme le monde dans lequel on est aujourd'hui. Hein. Et j'en suis parti au bout de 3 ans parce qu'une fois qu'on a appris ça, une grosse corp, c'est pas là que... Je dis pas que on n'est pas malheureux, mais c'est pas là en tout cas qu'on épanouit ces désirs d'entreprise. Pour être non pas le fondateur, mais le cofondateur de Gem Plus, qui s'appelle Gemalto, c'est lui le fondateur. Donc cofondateur, ça veut dire qu'on écoute le fondateur qui dit voilà, cette carte à puce qui a été inventée en France, c'est un truc génial.
Qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, on devrait créer une entreprise autour de ça. Et c'est comme ça qu'on devient cofondateur. Ça reste le plus beau succès d'entreprise, de création d'entreprise en France. Hein. Alors, le plus beau succès dans le monde du produit. Peut-être que dans le monde du logiciel ou des services, c'est plus facile. Peut-être que Xavier Niel, il a mis effectivement moins de 10 ans pour passer de 0 à... Mais dans le monde des produits, ça reste le plus beau succès de l'entreprise en France. J'ai fait, non pas le garage, mais le bâtiment industriel désaffecté, qui se trouvait exactement où est le Grand Théâtre de Provence aujourd'hui. Voilà. Là où est le Grand Théâtre de Provence, c'est là qu'on a démarré G+. Ensuite, j'étais patron de l'Asie de 0 à 200 millions de dollars dans les années 90. Et puis, des États-Unis à une période très particulière qui s'appelait la bulle Internet et l'éclatement de la bulle Internet et télécom. Aujourd'hui, G+ est devenu Gemalto, c'est le leader mondial et de loin, et ça a une capitalisation boursière de presque 5 milliards d'euros. Donc, beau succès. J'en suis parti, pas encore, là j'en suis pas encore parti. Ça en fait c'est, au moment où on a voulu quitter ST Microélectronique pour créer G+, la direction d'ST Microélectronique a interrogé le Boston Consulting Group en leur disant qu'est-ce que vous en pensez, c'est une bonne idée de laisser partir cette techno là, on sait pas trop ce que ça vaut. Et le Boston Consulting Group, j'ai gardé encore son rapport, a dit non, c'est un marché nul, un marché juste pour faire des cartes bancaires en France peut-être, et des badges pour le contrôle d'accès. Donc vous pouvez les laisser partir les petits gars, ils iront nulle part. Dans le genre prévision incroyable, c'est je me souviens de l'avoir lu, je ne l'ai pas retrouvé, de toute façon il ne mérite pas d'être connu, ce Strategic Consultant, qui est très différent de Lilian, hein, bien évidemment. Ça, c'est des gens qui n'ont jamais travaillé dans l'entreprise. Ils disaient qu'il n'y aurait pas plus de... Il y a quelques professionnels très riches, hein, les gens qui ont été dans la bagnole avec leur radiocom, et il y en a à l'appel carré des prévisions comme ça. Deuxième leçon, celle-là, elle m'avait été donnée par Marc Lassus, dans un langage plus imagé que celui-là d'ailleurs. Hein. Un consultant en stratégie, c'est quelqu'un qui a appris par cœur le livre du Kama Sutra, mais qui est encore vierge. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas eux qu'il faut écouter. Un consultant en stratégie, souvent, c'est très bon pour prévoir ce type d'évolution. Par contre, pour prévoir un truc de rupture, ils savent pas. Donc, c'est vous, entrepreneurs, et puis ceux qui sont autour de vous. Il faut effectivement s'entourer. Donc, dans cette période particulière, en 2001, fin 2001, parce que mes enfants ne parlaient quasiment pas le français, je reviens en Europe pour rejoindre le Venture Capital, dans une drôle de période où on apprend beaucoup sur les hommes et les entrepreneurs, puisque personne ici n'a connu, personne, si, vous avez connu un petit peu quand même la bulle d'Internet. Oui, ouais. Oui, quand même. Ouais, un petit peu. Oui, un petit peu aussi. Enfin, oui, quand j'étais chez Oracle, on vendait les pelles. Avec chez On vendait les pelles. Tout à fait, oui, c'est vrai. Okay. Bon, les autres, ils n'ont pas connu, ils en ont entendu parler. C'est dans le domaine de la technologie, l'éclatement de la bulle Internet, c'est Lehman Brothers puissance 5. C'est-à-dire que tout s'est arrêté du jour au lendemain. Les sociétés, les carnets de commandes s'étaient vidés, il n'y avait plus rien. Et donc, dans le venture capital, il fallait faire le tri des sociétés dont on retirait la prise, le patient allait mourir, et celles dans lesquelles on remettait de l'argent. Et ça, c'était un sacré sale job. Une des composantes essentielles, c'était de voir comment l'entrepreneur, le patron ou les entrepreneurs avaient les tripes, étaient prêts à soutenir cet effort, à se battre. Donc, époque très intéressante. Quelques années après, 2006, je repasse de l'autre côté de la barrière et je rejoins Inside Secure, qui se trouve donc pas loin d'ici, qui se trouvait pas loin d'ici, qui est maintenant à Mereuil. Et on va pas aller dans le détail, bien sûr, mais moi, je suis arrivé quand il y avait 40 personnes et 5 millions de dollars de revenus. Et on a fait une introduction en bourse fin 2011 à 155 millions de dollars et environ 400 personnes. Et on est monté à plus de 500 millions de dollars de capitalisation boursière. Mais ça a été un roller coaster invraisemblable. Imaginez qu'on a fait... Moi, j'en ai fait 7 sur les 12. Hein. Je suis pas le fondateur de la société. 12 tours de financement pour 150 millions de dollars, 4 acquisitions, l'introduction en bourse et 2 pivots. 2 fois dans l'histoire de l'OCC, on a dit, bon, c'est plus là qu'il faut aller. Avec les ressources que l'on a, l'expertise que l'on a, il faut se repositionner, se réinventer.
Donc, un sacré roller coaster, oui. Et puis, il y a un an, après toute cette aventure, je suis repassé de l'autre côté de la barrière pour rejoindre un fonds de venture capital dans lequel j'avais fait un passage un peu trop rapide. Donc, Environmental Technology Fund, mais pas n'importe quel, pas n'importe quel venture capital pour essayer, de façon romantique, de faire un monde meilleur pour mes petits-enfants et mes arrière-petits-enfants et tes enfants, disons. Donc, dans le domaine du développement durable, on sait tout ce qui nous menace, hein, dans ce ciel sombre, croissance de la population, l'eau est sale, les ressources naturelles s'épuisent, le carbone augmente, etc. Et depuis maintenant pas mal d'années, hein, ça a démarré essentiellement début des années 2000. C'est toujours lorsqu'il y a des problèmes, et plus graves sont les problèmes, plus il est important de chercher les innovations de rupture qui font Elon Musk, Tesla et sa voiture électrique, les progrès incroyables du photovoltaïque, et c'est pas fini, le partage des ressources, l'autopartage. Hein, une voiture en autopartage équivaut à 12 voitures possédées par des individus. Donc, favoriser l'autopartage, c'est juste intelligent. Et je me retrouve donc maintenant avec la génération de mes enfants. Et quand je dis mes enfants, c'est au sens propre. Hein. C'est-à-dire que le premier investissement que j'ai fait l'an dernier, c'est dans une boîte de drones géniale en Suisse, qui m'avait été recommandée par mon fils aîné, qui était un spin-off de l'école polytechnique de Lausanne. Donc, je me régale à apprendre de nouvelles choses. Alors, les leçons de ces longues années, de ce long parcours, en vrac, sans ordre de priorité, Lilian les a toutes dites sauf une, je crois. Tu en as dit plus aussi. La technologie, c'est pas tout. Quand on est dans le monde du venture capital, de l'entreprise de technologie, c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Donc Einstein, il a écrit cette équation magnifique, mais il a jamais réussi à faire du business et il comprenait pas. Et on voit trop d'équipes de fondateurs. Trop, il faut pas exagérer, mais il y a ce syndrome un petit peu de l'équipe de fondateurs, un peu técos, et qui reste dans sa zone de confort, essayer de sortir la meilleure chose. Bon, il faut pas, il faut se confronter au marché. La meilleure façon de le dire, c'est, je l'ai emprunté, vous voyez, c'était hier que j'ai lu ça, j'ai lu un article dans les Échos sur Fanny Péchodia, qui la connaît? Personne? C'est intéressant. Voilà. My Little Paris. My Little Paris. Exactement, My Little Paris. Donc elle est dans les top 3 des jeunes entrepreneurs préférés d'un sondage qui a été fait. Et elle parle du Forrest Gump Way, c'est-à-dire l'espèce de naïveté de l'entrepreneur. Il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait. Bon, lui, il savait pas que faire de la pêche à la crevette, c'était super compliqué. Il l'a fait et il est devenu très très riche. Et je trouve que c'est très très joliment dit, le Forrest Gump Way. Voilà ce que tu n'as pas dit, Lilian. Chercher la chance. Et la chance, elle n'arrive pas par chance. La chance, c'est une compétence. Ça serait beaucoup trop long d'en parler. Vous voyez, lui, il en parle en 60 minutes, je crois. Il fait un cours sur la chance. Il est très bon. Prof de leadership et SCP à un autre endroit. Et il explique à ses étudiants que la chance, c'est une compétence. Voilà, il faut être une chance soi-même, il faut être une chance pour ses amis. Il faut être ici, c'est votre chance peut-être. Vous avoir ici, c'est ma chance. Peut-être que l'un d'entre vous viendra dans 6 mois me présenter un business plan génial de start-up. Donc ça se travaille. Et on sait bien qu'on entend des gens dire « Ah ouais, mais lui, il a toujours eu de la chance. » C'est pas qu'il a eu de la chance, c'est qu'il était là au bon moment, avec les bonnes personnes, et c'était pas par chance, pas par hasard. L'expérience, ça sert, hein, effectivement. Je dis ça pour moi, bien évidemment, que l'expérience, ça sert. Mais Sergey Brin et Larry Page ne seraient jamais devenus ce qu'ils sont devenus à la tête de Google s'ils n'avaient pas eu Eric Schmidt, hein, qui est un vétéran de la Silicon Valley et du software et de chez Novell et je sais plus qui trop d'autres, qui les a accompagnés pendant pas mal d'années, jusqu'à justement aujourd'hui, il est retiré, hein. Mais c'est véritablement lui qui est un petit peu dans l'ombre, hein,
bien construit, professionnalisé, monétisé l'incroyable position de Google. Donc, savoir s'entourer. Try again, fail better, till you succeed. Bon, il est probable, tu l'as très bien dit, Lilian, il est probable que ce jeune homme en haut de sa roue n'a pas inventé, n'est pas retenu comme l'inventeur de la voiture, mais s'il a survécu à ses blessures, peut-être qu'il a contribué à inventer le chariot à roues, parce que c'était une première bonne idée. Et puis bon, try, fail, mais il faut pas non plus se fourvoyer dans l'erreur. Hein. Il y a des moments où il faut faire pivoter. Si on a une super techno mais que le marché est pas là, le marché est pas là. Il y a rien de pire que d'avoir raison trop tôt. On paye très cher. Je peux en parler. C'est très bien d'avoir raison trop tôt aussi dans certains cas parce que le jour où le marché arrive et qu'on est les premiers, on en bénéficie. Mais c'est une question, hein, timing is all. Donc, se poser chaque fois la question de savoir est-ce que je suis relevant, est-ce que ce que je propose au marché a du sens? Sinon, avec les ressources que j'ai, les ingénieurs que j'ai, la position, qu'est-ce que je peux faire et faire pivoter? Je dis dans le cas de Inside, on a pivoté 2 fois, rien moins que 2 fois. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on réalloue toute la R&D pour développer un produit différent, on réalloue le marketing, etc. Voilà, et quand tout se passe bien, c'est-à-dire quand les étoiles s'alignent, et ça arrive quand même dans la vie de l'entrepreneur, quand tout se passe bien, on peut célébrer avec son équipe une introduction en bourse. Donc nous, c'était fin 2011, une des premières après la crise des dettes souveraines. Gros moment de joie. Faut célébrer, faut en profiter un maximum, parce que ça dure jamais longtemps. De toute façon, surtout dans le monde de la technologie, ça dure jamais longtemps. Et il faut se réinventer à nouveau. Bon, quand on est en bourse, c'est moins facile, mais surtout quand on a levé beaucoup d'argent, on peut le faire. Alors voilà, à ce stade, s'il y avait une qualité, un point qui, je pense, fait partie de l'ADN des entrepreneurs, lequel serait-il? C'est pas un de ceux que j'ai donné, c'est un de ceux que Lilian a donné. Pour moi, c'est celui-là, never ever give up. C'est la green frog attitude. C'est ça la green frog attitude. Lorsque tout est fini, c'est pas fini. Il faut se battre. Et c'est vrai que je me souviens pas d'avoir vu. J'ai vu des entrepreneurs échouer parce que justement ils avaient pas ça, quoi. Ils se relevaient pas de certains échecs. Je me souviens pas d'avoir vu un entrepreneur réussir en me disant ouais, ça a été facile pour lui. Il y a toujours des moments où il faut montrer effectivement cette résilience, cette endurance, cette ténacité, cette niaque, whatever you call it. Et autre question, pourquoi est-ce qu'on fait ça si c'est si dur, si on va en baver, si on souffre, etc. Pourquoi on fait ça? Parce que ça aussi tu l'as bien dit, hein, c'est donner du sens, c'est avoir une vision, y croire, c'est mon aventure, c'est ma trace. Alors en général d'ailleurs, j'aurais dû prendre une trace avec des gamelles au milieu, hein, mais il y en a. Mais voilà, c'est que si je fais des choses extraordinaires chez ST Microélectronique, c'est pas à moi, c'est pas mon histoire, c'est pas ma trace. C'est pour ça qu'il faut quand même un petit peu d'ego hypertrophié. Pas toujours. Ça peut être une volonté collective, une passion. Il y a des entrepreneurs sociaux qui sont incroyables, hein, dans ce domaine-là. Et voilà, donc prenez le temps de la réflexion and faites le saut, make the jump. Bravo. Je crois qu'on y est.